Je pense sincèrement, Antoine, qu'on assiste à un moment historique, ou du moins dans 5-10 ans, on va regarder cette journée-là. De la même manière qu'aujourd'hui, on regarde quand Steve Jobs a sorti le App Store. Ils sont en train de faire des tests en ce moment pour faire en sorte qu'à même l'interface de ChatGPT, on puisse acheter directement des produits. Donc, on n'est pas tellement loin d'un modèle d'affaires à la Amazon ici. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode de discussion d'affaires et on revient aujourd'hui à notre intelligence artificielle. On n'en avait pas parlé depuis 2, 3 semaines maintenant. On était tombé dans nos challenges respectifs, dans notre dynamique de marketing, on pourrait le dire ainsi, Jonathan et moi. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, spécifiquement de la conférence qui s'est donnée, je pense, le 6 octobre 2025, donc littéralement le jour avant l'enregistrement du podcast qui est fait le 7 octobre. Cette fameuse conférence OpenAI, ils ont annoncé beaucoup de nouveautés. Est-ce qu'ils vont contrôler de A à Z l'écosystème des agents en ligne? Est-ce qu'OpenAI est en train de bâtir un système OS comme Apple le fait dans le passé? C'est ce qu'on va discuter avec Jonathan. Jonathan, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu as pensé même de la conférence hier de OpenAI? Ça va super bien, Antoine. Je suis content qu'on en parle rapidement aujourd'hui. Et là, on a survolé l'actualité. On a survolé également la conférence qui a été donnée à San Francisco hier. Je pense sincèrement, Antoine, qu'on assiste à un moment historique, ou du moins dans 5-10 ans, on va regarder cette journée-là, ce fameux Conference Day-là qu'ils ont fait OpenAI, Dev Day, et que ça a chamboulé tout le reste. De la même manière qu'aujourd'hui, on regarde quand Steve Jobs a sorti le App Store sur les téléphones mobiles, on pensait que c'était très anodin et que ça n'allait pas changer rien dans notre quotidien. Et ça l'a, dans les années suivant cette annonce-là, créé beaucoup de gens qui sont devenus millionnaires à avoir développé des petites applications à 1 $, 50 50 cents, peu importe. Je pense qu'on assiste exactement à la même chose. Donc, ChatGPT a annoncé, OpenAI a annoncé hier que dans ChatGPT, c'était maintenant possible de développer et d'intégrer des applications et qu'ils vont rendre public un marketplace, donc un store, l'équivalent du App Store, pour qu'on puisse prendre ces applications-là et l'intégrer dans notre quotidien dans ChatGPT. Donc, ce que ça fait, ça réplique exactement ce que Apple a fait sur l'iPhone et sur tous ses appareils. C'est d'ouvrir une porte aux développeurs, de créer des applications et de s'attacher directement au système d'exploitation. Mais ce qui est spécial présentement, c'est que maintenant, c'est le chat qui devient le système d'exploitation en soi. Donc, OpenAI était sorti publiquement dans les derniers mois pour dire qu'ils veulent devenir un peu le point central de notre travail et de notre vie personnelle et qu'à partir de ChatGPT, on puisse faire un paquet de choses. Eh bien là, c'est un pas de plus en avant ou une grande marche qui vient d'être montée en rendant disponibles ces kits de développement-là pour les développeurs et d'être très public, qu'il va y avoir un store, qu'il va y avoir un marketplace et qu'il va y avoir possibilité de monétisation derrière tout ça. Et c'est le bout, je pense, qui est important. En lançant le message, ça va être possible de connecter nos propres applications, développer des nouvelles applications qui se connectent à ChatGPT et qu'on peut le monétiser. Eh bien là, toute la communauté de développeurs va se ruer là-dessus. Tous ceux qui ont vraiment décollé, je pense, dans le App Store de Apple vont dire OK, c'est une deuxième ruée vers l'art qui va se passer devant nous. Et c'est très brillant d'OpenAI de le faire aussi rapidement parce que ils sont les premiers, donc tout le monde va se lancer là-dedans en premier. Ça va être le premier marketplace qui va avoir le plus d'applications, que les gens vont être tournés, il va avoir une monétisation. Donc, j'ai l'impression qu'ils reprennent tous les points forts de ce que Apple a fait et maintenant, ils le font dans ChatGPT à leur couleur à eux, à leur sauce à eux. Et là, depuis hier, le message est lancé. C'est la course contre la montre de qui va développer quoi comme application qui va intégrer dans ChatGPT. Et déjà là, il y a déjà des gros développeurs qui étaient avisés, qui travaillaient un peu en silence, dont par exemple Spotify, Canva, Zillow, Expedia. Eh bien, ils ont déjà développé leur propre petite application maintenant qui peuvent être déclenchées directement dans le chat. Donc, pour donner un exemple, vous pourriez, dans votre vie personnelle, dire Hey, j'aimerais ça créer une playlist de musique pour un événement spécial devant moi. Il va automatiquement vous dire Parfait, est-ce que tu veux t'interconnecter avec Spotify? En disant oui, ça l'intègre l'application Spotify dans ChatGPT et là, ça va vous donner des choix selon votre préférence d'écoute et ça va vous dire Parfait, est-ce que tu veux qu'on crée la liste dans ton Spotify et qu'on la joue simplement tout de suite et qu'on propose d'autres titres par la suite? Donc là, on vient vraiment créer un pont entre ChatGPT et toutes les applications qu'on peut ou qu'on va utiliser devant nous.
et ça va mener à la création de plein de nouvelles applications qui n'existaient pas derrière nous, similaires à quand Apple a lancé le fameux App Store, là. Mmh. Est-ce qu'ils vont se prendre une taxe de 30 au-dessus de tout ça? Moi, je parie que oui, et ils vont probablement se ramasser dans en cours contre un problème de monopoly devant nous, pareil comme Ouais, App Store, Apple ont eu comme problème, pareil comme Google ont eu comme problème, pareil comme Microsoft ont eu comme problème. Donc, je suis convaincu qu'ils vont générer plusieurs milliards de dollars. Ils vont rendre plusieurs personnes millionnaires, peut-être même plus que millionnaires derrière tout ça, dans cette nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir dans le monde du développement logiciel. Et je pense que ça va ajouter énormément de valeur dans ChatGPT. Et là, ils sont brillants, hein, parce que plus il y a d'intégration dans notre ChatGPT avec nos outils, notre quotidien et nos différents logiciels, moins qu'on veut changer de système par après. absolument. Parce que le Absolument. C'est chat comme ça qu'ils sont capables de se coller à tout ce qu'on fait, là. Exactement, parce que le chat lui-même et le cerveau derrière le chat est rendu un peu une commodité. Si on va sur ChatGPT ou Claude Anthropic ou Gemini de Google, il commence à avoir pas mal la même force de cerveau numérique derrière tout ça. Donc là, la prochaine phase pour tenter d'attirer des gens et les garder dans son écosystème, ben, c'est l'interconnexion avec d'autres applications et également les fameux agents. Et ça, c'est une autre nouvelle également qu'OpenAI a lancé hier. Mais voilà, fait que je serais curieux de savoir ton avis de ce côté-là, sur cette partie-là de développer des applications qui se connectent avec ChatGPT. Comment tu vois ça? Comment tu perçois ça devant nous? Et est-ce que tu as l'impression qu'on est en train de répéter ce qui s'est passé avec Apple, là? Je pense que ce qui est clair, net et précis, c'est que comparativement à d'autres joueurs dans l'industrie, OpenAI a un plan. Et le plan commence à se matérialiser de plus en plus. J'écoutais un excellent podcast, je ne sais pas si tu connais ce podcast, Jonathan, c'est devenu un de mes podcasts préférés d'ailleurs, de 20 VC. Mais dans 20 VC, maintenant, ils font une conversation à trois par semaine, trois personnes ensemble. Donc, tu as l'animateur, tu as une autre personne qui s'appelle Rory, je ne me rappelle jamais de son nom de famille, et Jason Lemkin. Jason Lemkin, qui est une légende dans le monde du SaaS. Si les gens vous connaissez peut-être un peu SaaStr, il a été une personne qui a bâti EchoSign, il l'a vendu par la suite à Adobe, et par la suite, il a bâti cette grosse communauté qui s'appelle SaaStr, qui est devenue excessivement grande à travers les années. Et à l'intérieur de ce même podcast, où est-ce qu'une fois par semaine, ils font, pardonnez-moi l'anglicisme, un roundtable, où est-ce qu'ils discutent de l'activité logicielle, l'activité du VC, l'activité de ce qui se déroule dans le domaine technologique. Il expliquait à quel point que Sam Altman a une capacité de communication qui est bonne parce que ce qu'il dit, il le fait. Et pas tellement longtemps après. C'est-à-dire qu'il, quand au début de l'année, on parlait de Stargate, donc on les avait vus juste après que Donald Trump soit arrivé au pouvoir. On l'a vu, je pense que la journée après l'inauguration, Sam Altman était à la Maison-Blanche avec Larry Ellison, fondateur de Oracle. Et il expliquait globalement qu'est-ce que Stargate était. Personne à ce moment-là comprenait où l'argent allait être investi. On parlait d'un investissement de 500 milliards de dollars pour bâtir Stargate. Quelques mois plus tard, qu'est-ce qui s'est déroulé? Oracle a annoncé le partenariat avec OpenAI pour continuer à bâtir l'infrastructure qui va catapulter OpenAI à d'autres sommets dans les prochaines années au niveau de ce qu'on appelle, bien entendu, tout l'environnement cloud, tout l'environnement des forces d'ordinateur que Oracle va donner à OpenAI. Et Larry Ellison est devenu, en l'espace de quelques heures, l'homme le plus riche au monde. Maintenant, je pense qu'il a la deuxième place dans le classement des personnes les plus riches au monde. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est que Stargate se matérialise. On est en train de voir comment tout ça avance. Sam Altman a fait d'autres annonces également dans le passé où est-ce qu'il a définitivement mentionné que le modèle d'affaires d'OpenAI n'allait pas être tout simplement un modèle d'abonnement ad vitam aeternam. D'autres choses allaient s'intégrer. Tu as parlé, bien entendu, de l'écosystème, du système d'exploitation qu'ils sont en train de mettre en place au niveau des applications. On pourrait parler également de ce qui se déroule au niveau du commerce. Ils sont en train de faire des tests en ce moment pour faire en sorte qu'à Bon point. même l'interface de ChatGPT, on puisse acheter directement des produits. Donc, on n'est pas tellement loin d'un modèle d'affaires à la Amazon ici, où est-ce qu'une commission risque d'être prise de ChatGPT par rapport aux commerçants pour venir, bien entendu, mettre de l'avant sur sa propre plateforme, pardonne-moi, le produit du commerçant. Ils compétitionnent, comme tu dis, directement Amazon, là, mais très, très, très agressivement. Ils vont s'interconnecter probablement avec tous les Shopify de ce monde qui a plus de sites, qui est le plus grand fournisseur de sites web de vente de commerce électronique en ligne. Et donc, Amazon est quand même
je pense, dans une position négative présentement juste avec ça. Je ne sais pas si tu l'as essayé, la fonctionnalité. Moi, je ne l'ai pas vu encore apparaître de mon côté. Ça vient de sortir il y a quelques jours. Et même, je pense, c'est en instant checkout, c'est qu'on peut demander d'acheter quelque chose. Il va aller chercher l'item qui est le mieux. Il va l'acheter pour nous directement, je pense, là. Donc, c'est assez Exact. agressif Ben, et ça vient même faire trembler l'écosystème peut-être d'Amazon devant nous, là. Amazon, Google également. Je veux dire, Google au niveau des campagnes shopping qu'un commerçant pouvait mettre dans le passé. Où est-ce que tu peux mettre ton catalogue de produits sur l'environnement Google Shopping? On arrive à quelque chose de pas tellement loin non plus avec ce qui se met en place avec ChatGPT. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que et je trouvais que le terme que les gars ont mentionné dans le podcast était bon. Écoutez attentivement ce que Sam Altman dit, parce que plus souvent qu'autrement, comparativement peut-être à un Elon Musk, ça se matérialise assez rapidement. Et on ne veut pas nécessairement le prendre au mot, mais pas tellement loin, parce que tout ce qui se dit se met de l'avant. Et ça, c'est sans rajouter les autres investissements qui ont été faits, parce que ça, c'est passé sous le silence avec, bien entendu, le DevD qui s'est mis en place hier. Mais Jonathan, il y a 5 jours de cela, donc début octobre 2025, il y a 6,6 milliards d'actions secondaires qui ont été vendues pour les employés d'OpenAI. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand tu fais partie de l'entreprise OpenAI, au départ, on te donne un salaire, certes, mais on te donne également des actions de l'entreprise. Il y a une équité dans l'organisation selon certains types d'actions. Et à un certain moment donné, bien entendu, tu as le droit d'aller vendre tes actions quand il y a une fenêtre qui se met en place parce que d'autres personnes aimeraient peut-être posséder du OpenAI, des investisseurs et autres personnes de ce style. Et là, en ce moment, bien entendu, vous le savez, OpenAI recherche beaucoup d'argent parce que même si ils font beaucoup d'annonces après annonces, ils continuent à perdre beaucoup d'argent. Je regardais pour les 6 premiers mois de l'année, ils ont généré 4,5 milliards de revenus, si ma mémoire est bonne, mais ils ont une perte de 2,3 milliards. Donc, l'entreprise continue à perdre de l'argent, mais c'est correct. Les investisseurs aiment le modèle, aiment la courbe de croissance. Eh bien, en vendant ces actions secondaires, Jonathan, à la hauteur de 6,6 milliards au total, l'organisation maintenant a été valorisée à 500 milliards de dollars. Jamais dans l'histoire du capitalisme moderne, une organisation privée qui n'est pas transigée sur les marchés boursiers aux États-Unis ou au Canada ou peu importe, a eu une valeur autant élevée. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui avancent à une vitesse phénoménale. Je pense qu'on est en train d'assister à une organisation qui a été, on prend l'expression en anglais, le first mover, donc le premier vraiment à prendre action sur le marché de l'intelligence artificielle et un joueur qui, après avoir posé cette action, est en train d'enchaîner des actions pour maintenir sa dominance. Et bref, c'est en train de maintenir sa domination et je pense que c'est en train de se matérialiser sur plusieurs aspects. Tu parlais des agents, je pense que tu es assez bien placé ici, tu peux en parler un peu, mais ils sont en train de bâtir une infrastructure d'agents également à même l'application, là. On fait une petite pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'une entreprise que j'aime tant et cette entreprise se nomme Hello Darwin. Hello Darwin, d'ailleurs, si vous ne le savez pas, c'est une organisation qui vous aide à aller trouver les subventions dont vous avez le droit et Hello Darwin est également un partenaire du podcast Hypercroissance. Parlant de subventions, il y en a une que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler du programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation, qui d'ailleurs est une initiative d'Investissement Québec. Et là, récemment, il y avait une partie de l'équipe d'Hello Darwin qui était présente lors d'une allocation exclusive de la ministre de l'Économie du Québec, Christine Fréchette, et elle a annoncé que le programme, très, très prisé, allait réouvrir au courant de l'été. Et c'est un programme qui vous aide à commercialiser vos produits et services au Québec, mais également par la suite à exporter vos produits à l'international. D'ailleurs, avec ce programme-là, dans le passé, on pouvait avoir des subventions qui allaient jusqu'à 250 000 $. Mais attention, sachant que c'est un programme qui est très, très, très en demande et qui a des places limitées, je vous invite à rapidement aller remplir un formulaire sur le site web de l'équipe de Hello Darwin pour être dans les premiers à y avoir accès avant que le programme soit plein. Donc, si ça vous intéresse, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Il y aura un lien dans les notes de l'épisode. Ça va vous donner la chance d'être dans les premiers à avoir accès à cette subvention et également d'avoir un 10 % de rabais quand vous allez travailler avec l'équipe de Hello Darwin. Ils vont tout faire pour vous. Ils vont faire le travail pour trouver la subvention, faire le travail pour trouver l'argent pour vous et faire en sorte par la suite que vous pouvez vous concentrer à une chose, faire croître votre entreprise. De retour à l'épisode en cours.
Exactement. Ben, Google était sorti très public il y a quelques mois, comme quoi qu'ils veulent pousser beaucoup sur les agents. OpenAI également aussi, qu'ils veulent, c'est un de leurs 3 piliers là, qu'ils voulaient pousser. Et ils ont annoncé hier une application qui permet de développer des agents en format visuel, donc sans vraiment connaître le code ou la programmation plus traditionnelle. J'ai vu la démo passer. Pour suivre beaucoup ce créneau-là, ce domaine-là, mon opinion très rapide à l'heure actuelle à 35 000 pieds, on utilise beaucoup un outil de notre côté où on tente de pousser beaucoup sur un outil qui s'appelle N8N, qui est un équivalent de Zapier, de Make.com sur les stéroïdes, très proche de l'intelligence artificielle. Et ce que OpenAI a sorti hier, c'est une version très alpha, donc une version, je dirais, pas finale, mais vraiment très, 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 très rapide d'un système pour créer des agents. Et on est loin de ce que les N8N, Zapier, Make.com et compagnie peuvent faire à l'heure actuelle avec la maturité qu'ils ont acquis dans les dernières années. Ce qui va être intéressant de regarder devant nous, ça va être quoi la vitesse à laquelle OpenAI va être capable d'améliorer cet outil-là pour créer des agents et de répliquer ce que les autres ont fait. Parce qu'on ne se cachera pas, OpenAI à date, là, ce n'est. Oui, il y a beaucoup de recherche et développement et de nouveautés qu'ils vont faire, mais c'est pratiquement toujours basé sur ce que les autres ont fait. Et on ne s'en rend peut-être pas compte, là, mais je vais donner un exemple. GPT, qui est le cerveau derrière ChatGPT et tout l'écosystème d'OpenAI, c'est grâce à Google que ça existe. Toute la technologie est basée sur un papier que Google a sorti et OpenAI a repris ce papier-là pour le pousser un petit peu plus loin et faire fonctionner ce que les gens chez Google avaient émis comme théorie. Les applications qu'on voit, qu'ils ont annoncées hier, qu'on va pouvoir intégrer dans le chat, tout ça est possible à cause de qui? Anthropic, à cause du système qu'ils appellent le MCP, le Model Context Protocol. Ils ont simplement repris ce que Anthropic avait lancé comme protocole et l'ont mis à leur sauce à eux pour l'intégrer à l'intérieur d'OpenAI. Le store qu'ils vont lancer, c'est ce qu'Apple a fait. Les périphériques qu'ils vont lancer, ils ont été chercher Johnny Ive, anciennement d'Apple. Et là, les agents, ils vont répliquer ce qu'Annuiten a fait. Ils sont très rapides pour voir stratégiquement où la balle s'en va pour être là avant qu'elle arrive. Et ils avancent à une vitesse extrêmement rapide pour copier ou pousser plus loin ce que les autres ont fait ou intégrer ce que les autres ont inventé pour amener ça à un autre niveau et donner l'impression que c'est eux qui l'ont amené au marché en premier. Donc, je pense que ça va être la même chose avec les agents. Dans 5 ans, peut-être que plus personne va se souvenir de Zapier, Make, N8N et compagnie. Ça va être intéressant de voir à quelle vitesse ils vont réussir à arriver à dépasser ces outils-là avec la quantité phénoménale de capitaux qu'ils ont à l'heure actuelle, là. Comme tu dis, ils perdent de l'argent, mais ils sont capables d'aller chercher du capital à une vitesse complètement hallucinante, là. Ben, quand tu vois une courbe de croissance aussi importante, c'est ce que les investisseurs veulent voir, puis ils sont surtout capables de voir que l'organisation a la mainmise sur beaucoup de choses et surtout, elle a la distribution. Donc, c'est 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires qui présentement utilisent l'outil de ChatGPT. Et si on reprend un petit peu le point que tu mentionnais, Jonathan, qui est vrai, que essentiellement OpenAI reprend des modèles de commercialisation, des modèles d'affaires, des approches similaires aux autres technologies. Meta a fait la même chose. Meta a fait la même chose et ça a fonctionné. Donc, on a simplement à se rappeler qu'est-ce que Meta a comme ChatGPT a de la distribution. Snapchat avait lancé les stories. Instagram a intégré les stories. TikTok a lancé les Reels. Un TikTok, on pourrait dire ainsi. Instagram, par la suite, a lancé les Reels. Twitter a bâti Twitter. Meta a lancé Threads. Et ultimement, quand tu possèdes l'atout le plus important dans le domaine technologique qui est de la distribution, tu peux te permettre de bâtir ce que quelqu'un d'autre a bâti et simplement utiliser par la suite ta base d'utilisateurs et de promouvoir ce produit-là. Et je pense que c'est un modèle qui fonctionne. C'est-à-dire que si les autres le font, pourquoi pas l'intégrer sur une plateforme que tu possèdes déjà autant d'utilisateurs? Donc, je suis quand même assez confiant de voir ce qui est de l'aspect agent de ChatGPT. Je pense que ça risque d'être assez fonctionnel parce qu'il y a beaucoup de gens qui pouvaient être bloqués par ça, de se dire aller utiliser un outil externe, comment tout ça va se mettre en place, d'être centralisé pour peut-être un petit peu plus le commun des mortels, eux qui n'ont peut-être pas les capacités de bien comprendre tous ces outils-là. Ça risque peut-être de faciliter la création d'agents. J'ai hâte de voir ce qui va se dérouler au niveau du commerce. J'ai tendance à croire que ça peut très, très bien fonctionner parce que c'est encore une fois un modèle qui a fait ses preuves dans le passé avec des recherches en ligne, des Amazon, des Google Shopping. Les gens
utilise une barre de recherche pour faire des achats. Ce n'est pas nouveau. C'est simplement une nouvelle barre de recherche ici. Donc, je suis assez confiant que ça peut fonctionner. Donc, bref, je pense qu'ils ont un plan et je reviens à mon point initial comparativement aux autres. Parce que qu'est-ce que tu as entendu depuis que certaines personnes se sont fait donner 1 milliard, 200 millions de dollars chez Facebook, chez Meta? Il n'y a pas de plan. On est allé chercher une équipe de mercenaires qui veulent des salaires astronomiques et qui ont accepté des salaires astronomiques, ont bâti la plus grosse infrastructure, ils font des annonces. C'est difficile de savoir où est-ce qu'ils s'en vont. C'est très, très difficile de savoir, disons, Meta, où est-ce qu'ils s'en vont. Google, je suis assez confiant. Je pense qu'ils vont trouver une manière de rendre le tout assez fonctionnel dans le futur. OpenAI, on en a parlé. Anthropic, je pense qu'ils ont leur catégorie précise. Elon Musk, à voir, mais il avance assez vite de son côté également. Mais Meta, c'est difficile de voir exactement où est-ce qu'ils s'en vont avec tout ça, là. Je pense que Meta va nous faire un Apple d'eux-mêmes et voici ma théorie. Ils ont tellement de brain power au niveau de l'IA, je pense qu'ils ne s'attaqueront pas nécessairement à la couche logicielle pour être de front à les OpenAI de ce monde, Anthropic et compagnie. Je pense qu'ils vont directement aller à la couche physique en termes de robotisation. Ils ont déjà essayé de pousser avec les lunettes. Là, on a vu les Ray-Ban qui ont sorti. Donc, ils poussent un petit peu plus au niveau de dans la vie de tous les jours. Je pense qu'ils vont nous sortir une carte cachée qu'ils vont avoir inventée ou développé quelque chose qui va être un robot à la Optimus Prime et compagnie à l'Optimus de Tesla. Je pense qu'ils s'en vont directement là en premier parce que ça va être une énorme révolution qui va se passer à ce niveau-là, là. Le paradoxe, par contre, c'est que tous les gens qui sont allés chercher, il n'y a personne qui vient du produit physique. Donc, Ah, c'est ça, c'est c'est un ça bon un point. peu Ça, c'est un bon point. c'est ça un peu la dynamique, c'est de se dire, si on reprend l'idée d'un OpenAI qui se dit, on veut rentrer dans le produit physique, on va aller chercher le meilleur. Ils sont allés chercher le meilleur, ils l'amènent dans l'équipe. Si tu regardes l'entièreté des joueurs qui sont allés chercher, c'est tous des joueurs qui travaillent beaucoup plus dans la partie logicielle, dans la partie de tout le, on pourrait dire un petit peu tout le back-end un peu de l'intelligence artificielle, si on peut le dire ainsi. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'ils s'en vont. J'ai peu espoir sur les produits physiques de Meta. J'ai l'impression que c'est une organisation qui n'a pas été construite avec cet ADN-là et ça m'a l'air d'une complexité absolue bâtir des produits physiques achetés par autant de personnes à travers le monde. Il y a quelques organisations dans le monde qui ont été capables de le faire, pas beaucoup. Donc, écoute, j'ai hâte de voir. Ce qui est sûr et certain, c'est que si on revient à notre sujet initial, OpenAI ne chôme pas. Il risque de faire d'autres annonces très bientôt, je crois bien, là. Et en terminant, pour dire qu'ils ne chantent pas et qu'ils copient ou ils essaient d'itérer sur des copies, je ne sais pas si tu as vu la Sora App, qui est un compétiteur Ah direct à oui, TikTok et effectivement. Reel, où on est capable, une merveille, je pense, dans l'onboarding. Si jamais vous allez télécharger cette application-là, c'est l'équivalent d'un TikTok, mais aucun contenu n'est fait réellement par des humains. Donc, quand vous rentrez dans l'application, vous pouvez créer un profil qui est vous-même, dans le fond, votre voix, votre visuel, et l'application va pouvoir faire des vidéos comme si c'était vous qui était dans la vidéo et ça vous crée une signature numérique unique pour vous-même. Donc, je vous invite à quand même peut-être explorer ça parce que vous pouvez bloquer la possibilité que d'autres copient votre image numérique. Donc, c'est, je pense, un aspect intéressant à aller regarder. Maintenant, j'ai hâte de voir si ça va se décoller vraiment. Moi, je vois beaucoup de contenu maintenant dans TikTok qui provient de Sora App, qui est très, 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 très viral parce que ça a l'air tellement vrai. Et là, je pense qu'il y en a qui vont faire des millions de dollars sur TikTok, sur le côté Instagram et probablement sur Sora App grâce au moteur qui est derrière Sora App. Et encore là, propulsé par OpenAI. Complètement hallucinant la quantité de chantiers qu'ils travaillent en parallèle pour essayer de révolutionner différentes industries ou différents types d'applications. Ça sera à suivre devant nous. C'est sûr qu'on ne s'ennuiera pas dans les prochaines semaines et les prochains mois, c'est certain. Ben, il faut que ça serve à quelque chose, 30 milliards de dollars, Jonathan. Il faut qu'on l'investisse quelque part. Là, on n'a pas le choix. Donc, effectivement, c'est assez excitant de voir le tout évoluer autant rapidement. Autre chose avant que je te laisse filer? Complet de mon côté, Antoine, pour cette semaine. Toujours un plaisir. Fantastique. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.